Um, oui, Annie, bonjour, hi. Je m'appelle Lila Cashew et, et je suis la coordinatrice de recherche pour The Home de Doge, l'environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones du Québec. Et je vais juste m'arrêter là une seconde pour dire qu'il y a l'interprétation simultanée. Donc, si vous pouvez appuyer sur en bas de l'écran sur interprétation pour choisir l'interprétation en français ou anglais, selon le cas. So just on the bottom of your screen is simultaneous interpretation, and it's that little kind of globe, and you can click on it to have Donc English. voilà, vous avez un petit globe en bas qui vous permet de choisir la langue que vous voulez écouter. Pour remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec vous aujourd'hui, le, le travail qu'ils font comme chercheurs, comme enseignants, comme oui, dans les institutions académiques. Et nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs, participants, et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions portant sur les pratiques prometteuses favorisant la transformation institutionnelle de l'éducation et donc facilitant la réussite et la persévérance des étudiants autochtones tout au long de leur cheminement scolaire. Je me trouve actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé, Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. On ne t'entend pas, Audrey. Bien sûr. Donc, merci beaucoup, Léla, pour cette introduction. Donc, mon nom est Audrey Monette-Deschaines. Je suis assistante de recherche pour l'ERSA, donc l'Environnement Réseau de recherche en santé sur les Autochtones. On vous souhaite aujourd'hui la bienvenue au 4e webinaire de la série Pratiques innovantes et prometteuses favorisant la réconciliation, l'autochtonisation et la décolonisation des milieux postsecondaires et la réussite et la persévérance des étudiants autochtones. Aujourd'hui, le webinaire va porter sur les chercheurs et les professeurs autochtones œuvrant dans les universités. Ceux-ci sont des personnes essentielles dans les établissements postsecondaires. Ils ont des parcours qui sont uniques. Cependant, ils sont historiquement et toujours sous-représentés dans le milieu universitaire. Que leur carrière soit centrée sur la recherche ou l'enseignement, les universitaires autochtones ont contribué de façon importante à faire progresser leur domaine professionnel respectif et à offrir un ensemble diversifié d'expériences et d'expertise, tout en étant un modèle pour les étudiants autochtones futurs et actuels. Comme il existe encore peu de recherches sur les réalités des universitaires autochtones dans les milieux postsecondaires occidentaux, ce webinaire mettra en lumière leurs diverses expériences, leurs travaux, leurs défis et leurs réussites. Donc, aujourd'hui, on accueille 4 professeurs et chercheurs qui œuvrent ou qui ont œuvré dans les universités du Québec. En premier lieu, nous avons Trina Delormeau, qui est, she is an associate professor at McGill, and she's also the principal investigator of the NEAR, which is the network that we are representing. Nous avons aussi Stéphane Dandenault, qui est anciennement professeur agrégé de la section sociale EIO au département de psychologie de l'UQAM et nouvellement au Memorial University of Newfoundland au département de psychologie. On a aussi Janine Elizabeth Metlick, who's an assistant professor of the Department of Integrated Studies in Education at McGill University. Et finalement, donc, professeure adjointe au département d'études intégrées en éducation à McGill. Et Suzy Basile. Le focus sur moi pour mettre nos 4 panélistes. Et pendant ce temps-là, je vais aussi dire que on va commencer avec une discussion, mais il y aura du temps pour des questions à la fin. Et aussi, on va vous mettre dans le chat à la fin un lien pour du feedback, des questions sur les webinaires. Ça nous aide aussi à construire, à informer les webinaires à venir. Voilà.
Merci beaucoup pour ce petit commentaire. Lila? Et je voulais juste dire que le chocolat vient tout juste d'arriver. So, Trina, I have your chocolate. It just arrived. I can show it on the screen. Yeah. Je vais vous le montrer sur l'écran. Le chocolat de Trina vient d'arriver. Oui, donc dans le fond, c'est un peu un webinaire différent de ce qu'on a fait précédemment, dans le sens qu'habituellement, on a des panélistes qui viennent présenter le travail qu'ils font, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus une discussion un peu comme autour d'une table de cuisine. On voulait quelque chose qui est un peu plus informel, plus accessible, parce qu'on sait aussi que les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui sont déjà sursollicités dans leur travail. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus relax, si on peut le dire, là, comme ça, une discussion sur leur travail, puis sur les réussites et les enjeux. Donc, la première question qu'on aimerait poser à nos panélistes, c'est pouvez-vous nous parler de ce qui a influencé votre relation avec la recherche et le milieu universitaire? So, can you talk about what informed your relationship with research in academia? And Trina, I'm going to put you on the spot because Et you are. je vais inviter Trina en premier lieu. Alors, si vous voulez bien nous parler un petit peu de ce qui a influencé votre relation avec la recherche et c'est quoi votre parcours en milieu universitaire? Okay, Audrey, were you asking me? I'm sorry, I got a little bit messed up. Je suis désolée, I lost my je me suis un petit peu confidence. confuse avec l'interprétation parce que j'écoutais la traduction. Alors, la question, c'est votre parcours à vous dans le milieu de la recherche, dans le milieu de l'enseignement. Qu'est-ce qui a éclairé votre expérience? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir une chercheuse et une professeure? Enfin, séparément, mais votre parcours. En fait, vous n'avez pas le choix à l'université. Normalement, comme membre de la faculté, vous n'avez pas le choix que de faire de la recherche. Alors, recherche, enseignement et service sont les trois éléments de base. Mais ce qui m'a amené là, brièvement, parce que je pense que tout le monde a une histoire intéressante à partager, quant à moi, j'ai eu la chance de vivre deux expériences parallèles en quelque sorte. Donc, ma formation initiale est en nutrition. Je suis diététicienne de formation. Et en fait, c'est sans doute encore mieux si je me présente plus formellement. Alors, elle se présente dans sa langue. Kanya Kahaga. So I'm Mohawk. I'm people of the Flint. I'm Donc, from je suis Mohawk de Ganawake, du clan du loup. Et comme je disais, j'ai étudié au départ la nutrition, donc je suis nutritionniste de formation, licenciée au Québec, et j'ai fait de la recherche en nutrition pour ma maîtrise, alors que je n'ai pas trouvé de travail dans le domaine de la nutrition, même s'il y avait beaucoup de besoins pour des nutritionnistes et des diététiciens dans notre communauté. Mais j'ai travaillé avec le docteur Harriet Kumlin, qui a ouvert le Centre pour l'environnement et la nutrition des peuples autochtones. En fait, c'est un centre de recherche qui vise la promotion et la protection des systèmes alimentaires autochtones et qui a fonctionné aussi comme modèle parce que ça remonte à 1994 lorsque le centre est né. Et à l'époque, on commençait à écouter les communautés autochtones pour savoir comment est-ce qu'elles voulaient approcher la recherche. Et en même temps, les écoles, en fait, à Kanawake, il y a eu le projet donc, de prévention du diabète qui a été lancé à Kanawake. Donc, on voulait éviter des taux aussi élevés de diabète dans notre communauté. Alors, en 1994, j'ai été invitée donc, à participer à ce projet à cause de ma formation en nutrition. Et donc, je conclurai en disant que c'était mon expérience avec KSDPP, c'est-à-dire ce projet à Kanawake, qui, dans le fond, m'a donné la chance de voir comment les communautés peuvent se mobiliser ensemble pour faire de la recherche sur des enjeux qui sont importants pour elles et continuer à
développer la recherche jusqu'au point de créer, de bâtir un centre de recherche qui établit aussi des pratiques pour défendre des recherches respectueuses des connaissances autochtones et de savoir, de savoir autochtone. Alors, j'étais étudiante, j'ai fait ma recherche de doctorat avec SDPP et ces expériences m'ont fourni la formation, l'expérience qui m'a mis dans une situation de décider de faire de la recherche indépendante. Et c'est ce que j'ai fait dans un contexte institutionnel par la suite. Merci, Trina. I don't know if you want it. I'm letting you. Okay. Est-ce que I'll jump in now. j'interviens? Parfait. My background Alors, is a bit ma similar to formation à moi est assez semblable à celle de Trina sur certains aspects, mais ensuite, ça a pris un virage un peu différent. Se ressemble dans le sens que mon expérience avant de graduer a commencé donc dans les sciences de la santé. Et avant même d'étudier en sciences, d'obtenir mon diplôme au cégep, j'ai commencé à étudier la chimie à l'Université d'Ottawa. Et c'était la première fois que je quittais ma communauté d'origine et ça a été quand même un choc culturel pour moi. Je parle du début des années 90 et à l'époque, j'ai eu une expérience assez perturbante, je dois dire, au départ. Mais même si, en fait, on m'a même demandé de me retirer de ma première année d'université, j'ai fini par appliquer à McGill la même année. Et grâce à mes notes, j'ai pu être acceptée à McGill. Alors, j'ai commencé un petit peu dans le même domaine que Trina. Alors, j'ai commencé par la science de la nutrition et j'ai choisi de ne pas aller en diététique parce que j'étais plus intéressée à une approche holistique à la santé. Donc, la nutrition, c'était un bon complément pour moi, pour avoir vraiment les éléments de base. Et à partir de là, après avoir gradué, je ne m'attendais pas vraiment à faire de la recherche. Je n'avais pas de plan pour continuer mes études post-universitaires, mais je me suis trouvée dans cette situation qui a fait que j'ai décidé de revenir aux études pour faire un autre bac en sciences et j'ai étudié la psychologie, encore une fois, à l'Université McGill. Donc, j'avais un diplôme. C'était peut-être pas la meilleure expérience parce qu'il y avait quand même des problèmes, même après les premières années. Mais quand je suis passée à la psychologie, j'ai trouvé que c'était un changement intéressant. C'était toujours lié au domaine de la santé et j'ai appris aussi les aspects scientifiques qui étaient derrière le fonctionnement du cerveau, les comportements. J'ai beaucoup apprécié cette expérience d'apprentissage et c'était au campus de McGill, au centre-ville. Et encore une fois, c'est les circonstances qui ont fait que j'ai pu obtenir un travail avec Santé Canada juste après pour la région du Québec, en remplacement pour une personne qui était en congé. Et c'était une expérience qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, 1 an et demi. Et à partir de là, c'est un ancien professeur qui m'a amené, qui m'a dit peut-être tu devrais appliquer pour une maîtrise en nutrition au campus McDonald's. Et en quelque sorte, c'est cette personne qui m'a convaincue que ça valait la peine de revenir et de faire une maîtrise. Alors, c'est le chemin que j'ai suivi et qui m'a amené à la recherche et qui m'a amené aussi à être plus engagée encore dans le monde académique. Et je veux dire que c'est vraiment les circonstances qui ont dicté ça. Je n'avais pas une vision à long terme de mon parcours dans le monde académique. Et donc, j'ai obtenu ma maîtrise et je me suis intéressée à la situation de la communauté CRI du nord du Québec et leur santé, le diabète en particulier. Et je travaillais beaucoup aussi sur
l'expérience des personnes qui vivaient avec le diabète. Et ensuite, les choses ont changé et je suis revenue dans un autre domaine. Et là, je travaille dans les études d'éducation, mais spécialisée sur l'éducation autochtone et les langues autochtones. Alors, Trina, ça m'a rappelé aussi que c'est important de se présenter parce que parfois on oublie de le faire. Alors, je vais le faire maintenant. Je vais me présenter dans ma propre langue. Mi'kmaq, wiki listiwch Mi'kmaq, Kespegwagi, nege Edlukwe Ladik William McGill University, Kesadam Noel Gleesudale, and so Sego Sewakwegu, Jenny Metallic Yajats. I wanted to add that in because it's Et something. je voulais ajouter cela parce que c'est une chose très importante comme personne autochtone en dehors de mon territoire et dans un autre territoire. Et je voulais me présenter dans la langue locale et j'aimerais exprimer que en revenant à l'académie et à la recherche, et vraiment je mets l'emphase sur les langues locales. Et c'est vraiment mon but aujourd'hui, mon objectif. Je suis aussi un Nanguéa. Alors, c'est une petite présentation, une introduction. Alors, je passerai la parole à l'autre panéliste. Thank you, Jenny. Merci, Est-ce que Suzy ou Jenny. Stéphane voudriez prendre la parole? Suzy, Je vais y aller. I will speak French if you want to switch. Mon parcours ressemble un tout petit peu à celui de Janine qui vient de prendre la parole, dans le sens où est-ce que moi non plus, j'avais jamais, sur une période long terme, pensé que je deviendrais professeur ou que je travaillerais dans une université, bien que je suis ce qu'on appelle une enfant de la Macasa, c'est-à-dire une de ces enfants qui a grandi gravitant autour de parents qui sont allés étudier au Collège Manitou dans les années 70 au nord de Montréal. Bien que j'étais très, très jeune, j'ai des souvenirs quand même assez clairs là, de cette période-là. Et de fil en aiguille, les années ont passé et je me suis retrouvée dans la région de Latuc, dans la région de Québec par la suite pour le cégep et l'université. Et pendant ces années-là, j'ai assisté à des scènes plutôt négatives dans ma communauté où je voyais des personnes prendre des photos des aînés qui étaient en train de pratiquer des activités traditionnelles, comme par exemple ma propre grand-mère, ma propre cocoum, qui faisait sa pâte de bleuet à l'extérieur et des gens arrivaient pour la prendre en photo sans même lui dire bonjour et lui demander la permission. J'ai aussi eu, à travers les études que j'ai faites, l'opportunité de tomber sur des livres qui parlaient de mon peuple et je ne comprenais pas ce qui était écrit. Je ne reconnaissais pas les gens dont il était question. Et j'ai trouvé aussi des photos de membres de ma famille à qui j'ai montré le livre en question et les gens disaient n'avoir jamais été mis au courant, d'avoir été photographié ou encore moins publié. Donc, c'est des événements comme ça qui m'ont amené vraiment à m'interroger sur comment font les chercheurs pour faire ça. Et j'ai ensuite étudié en anthropologie à l'Université Laval en débutant par un certificat et ensuite un bac et ensuite une maîtrise. Et je me suis intéressée justement à l'industrie du tourisme dans lequel certaines communautés autochtones du Québec, mais aussi d'ailleurs, au Groenland notamment, avaient décidé d'investir dans le tourisme comme clé de développement économique et je m'intéressais à l'image, justement, comment ces nations-là avaient déterminé ce qui était montrable aux touristes ou pas, quels produits touristiques issus de nos cultures on avait envie de mettre sur le marché. Et c'est une industrie louable, bien sûr, mais il faut faire des choix aussi à travers ça. Donc, c'est des questions qui m'ont toujours interpellée. Et j'ai par la suite eu l'opportunité de travailler pour différentes organisations autochtones, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, mais aussi le Musée canadien des civilisations, devenu depuis Musée canadien de l'histoire, où j'étais agente de recherche. Donc, j'ai eu l'opportunité vraiment là,
chercher justement dans les collections muséales, de choisir des pièces, de chercher derrière les cardex, l'information pour les objets qu'on sélectionnait, toujours dans la perspective de montrer de la diversité des peuples autochtones au Canada dans ce cas-là. Donc, ça a toujours été des éléments qui m'ont interpellée. Et au fil des années, j'ai par la suite décidé de retourner à l'université pour faire un doctorat que j'ai fait cette fois-ci en sciences de l'environnement. Je me suis beaucoup intéressée à la parole des femmes qu'on entendait beaucoup moins sur les sujets liés au territoire que celle des hommes, qui est très intéressante bien sûr, mais je trouvais que les femmes avaient certainement, de par leur expérience du territoire, aussi quelque chose à dire et rarement on leur demandait leur avis. Donc, j'ai fait un doctorat sur ce sujet-là qui m'a amené par la suite à rester collée à l'université et à prendre un poste de professeur qui venait d'être affiché. Et étrangement, aujourd'hui, je travaille de plus en plus sur des dossiers justement liés à la santé, non pas en santé, mais liés à la santé, parce que je ne suis pas du tout du domaine de soit de la nutrition ou de la santé, mais plutôt de l'anthropologie et des sciences de l'environnement. Mais il y a un lien dans tout ça, c'est sûr. Notre vision holistique à Tikamek, dans mon cas, me permet de faire des liens avec tout cela. Et je m'intéresse particulièrement justement aux lacunes auxquelles les femmes ont fait face dans le système de santé au Québec et ailleurs aussi. Tous les enjeux liés à la maternité, à la grossesse, aux accouchements, au travail des sages-femmes et autres m'interpellent particulièrement. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ce sont des sujets qui ont peut-être pas eu toute l'attention qu'ils auraient dû avoir dans les dernières décennies. Et aujourd'hui, heureusement, avec des chercheurs comme Trina, comme Janine et peut-être un peu aussi moi, j'espère du moins, on peut former aussi d'autres personnes qui vont prendre la relève éventuellement et être plus nombreuses chercheurs autochtones au Québec, parce qu'on est très, très peu. Moi, j'en compte moins de 10. Vous me corrigerez si vous en connaissez plus. Donc, il y a vraiment, vraiment une place à prendre et beaucoup de choses à faire. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Là, j'imagine qu'elle me passe le flambeau. Suzy, merci. Bonjour, je commence avec me présenter. Je m'appelle Stéphane Dandenault, je suis originaire de Winnipeg, de Saint-Boniface. Alors, je suis un franco-métis, ou c'est ça. Alors, on a un peu perdu notre langue d'une certaine manière, mais on n'a jamais vraiment eu une langue parce que les Métis, on a plusieurs langues, disons. La langue qui est la plus parlée, disons, la plus proche de ma communauté, c'est le Michif, qui est essentiellement crié le français. Alors moi, je peux comprendre le Michif assez bien parce que la moitié des mots sont en français. Les noms, surtout, sont en français, puis les verbes sont en cri. Mais il y a d'autres langues Michis. Peut-être une chose qu'on dit plus dans le sud du Manitoba, c'est qu'on est des Métis. Alors, c'est une manière de dire un peu que tu viens d'une région assez particulière parce que c'est très peu de métis qui disent métis. Alors, c'est moi qui suis un franco-métis de Saint-Boniface. Alors, j'ai grandi à Saint-Boniface dans un contexte minoritaire francophone. J'ai fait mon primaire, mon école secondaire. J'ai même fait mes 3 premières années d'université en français à l'Université Saint-Boniface. Puis ensuite, là, il a fallu que j'aille à l'Université Manitoba pour faire mon honors, ma spécialisation. Je vais arrêter mon parcours là parce que j'aimerais un peu répondre à la question d'Audrey. Et puis, parce que la question, c'est quoi la relation? En tout cas, j'oublie un peu exactement comment, mais la chose qui me vient à l'esprit pour moi, c'est tough, c'est dur, c'est compliqué. Il y a plein de tensions. It's a tenuous relationship between me and my research and the university setting. Il y a beaucoup de tensions entre le contexte académique et évidemment mes processus de recherche. Entre deux mondes, d'avoir plusieurs choses dans notre tête en même temps, parce que je pense que ça enrichit nos perspectives et notre perspective et puis les choses, comment on fait l'expérience de la vie. J'aimerais partager avec vous peut-être une expérience parce que ce que j'ai fait en doc, blablabla, c'est pas vraiment super important pour moi, mais l'histoire que j'aimerais partager avec vous, vraiment, c'est j'avais commencé mon doc en psycho social expérimental. Alors, c'est pas clinique, là, c'est pour devenir chercheur. En tout cas, je suis intéressé en psychosocial, je suis intéressé par les humains,
plutôt que les rats ou les neurones, ainsi de suite. Alors, c'est la sociale qui m'intéressait. Alors, j'avais commencé mon doc, et puis, à cause que j'étais francophone à l'extérieur du Québec, il y a une fondation qui est très, très, très généreuse, la Fondation Ricard, qui est une grande famille de Sudbury qui ont des fonds de dotation super, qui donnent beaucoup d'argent à des francophones hors Québec comme moi, alors ceux qui font des études un peu partout dans le monde. Avec cet argent-là, c'est à cause de cette fondation. Alors, c'est à cause que j'étais minoritaire, puis je faisais mon doc, que j'ai pu recevoir cette bourse qui m'a permis de faire absolument n'importe quoi que je voulais. Ma femme, à ce temps-là, elle étudiait le droit à McGill, et puis elle s'intéressait beaucoup aux droits autochtones parce qu'elle aussi, elle est autochtone. Et puis, elle a dit, bien, moi, je veux faire un internat en Nouvelle-Zélande. Alors, je vais aller travailler avec les Maoris. Alors, elle a dit, moi, je vais faire un internat avec les Maoris. Puis, je dis, fantastique, moi, je vais aller chercher de l'argent de la Fondation Ricard pour faire un projet de recherche. Je vais trouver de quoi, là, à faire pour que je puisse te suivre en Nouvelle-Zélande. Puis c'est ça ce qu'on a fait. Alors, j'ai toujours été... Quand j'ai appliqué en psycho, c'était surtout la psycho un peu plus culturelle, d'affaires comme ça, mais mon superviseur, il n'en faisait aucunement. Alors, je me suis casé dans sa recherche, puis c'était correct, c'est du mainstream, self-esteem, self-stress, whatever, social cognition, blablabla, du mainstream stuff, c'est correct. Mais avec ce projet ici, j'ai dit, mais peut-être que je peux aller mettre un pied dans ce contexte-là qui est un peu plus humanitaire, et ainsi de suite. Alors, j'ai concocté un beau projet parce qu'on travaillait avec les Tainui. Alors, les Tainui, c'était la tribu qui a vraiment instigé les nouveaux traités de Maori. C'est les puissants, c'est eux qui étaient les premiers à vraiment confronter le gouvernement puis avoir un gros traité qui a donné suite à plusieurs autres traités de d'autres tribus des Maoris, ainsi de suite. Alors, c'est quand même une tribu qui était assez importante. Puis, une des choses que les Maoris ont vécu, c'était le Treaty of Waitangi. Alors, quand les colons sont arrivés, il y a des tribus Maoris qui ont dit, bon, ben, on va s'organiser entre nous. Ça, soit tu es signataire du traité de Waitangi ou tu n'es pas signataire de Waitangi. Alors, moi, je dis, mais je me demande comment est-ce que les perspectives sociales avant le signer le traité, puis après le signer le traité, puis je m'intéresse à comment ça se marche, puis comment est-ce qu'ils ont organisé leur traité, puis comment est-ce qu'ils ont vu cette signature importante de ce traité dans les 1800. J'arrive là avec un beau projet, un bon projet dans mon sac à dos. Puis je dis, OK, mais I'm really interested in the pre and post kind of social phenomenon of, Et travailler sur le processus. Qui était les Waikato Tainui. Il dit, yeah, that's really nice. It's just that we didn't sign the treaty. Oui, c'est fantastique. On n'a pas signé ce traité. Alors, j'étais vraiment étonné. C'était vraiment comme une boule d'émotion très, très, très importante. C'est quelque chose qu'à ce jour, c'est une expérience imprégnante puis très importante pour moi parce que ça m'a appris tellement de choses sur tellement de différents niveaux. Non seulement parce que j'étais tellement naïf, j'ai voulu faire l'effort de voir ce qui se passait, mais pas assez. L'autre affaire, c'est que ça m'a confronté à le manque de préparation que j'ai reçu moi. C'est parce que, veux pas, j'étais dans un système blanc où ce que l'éthique, où ce que les discussions de partenariat communautaire, right? Alors, ça a été comme vraiment une expérience marquante et très importante pour moi parce que d'une shot, en 5 minutes, j'ai appris tellement sur quoi pas faire puis quoi faire aussi parce que c'était vraiment les deux côtés. Et puis, ça m'est toujours resté. Alors, c'est clair qu'après que j'ai parlé au chef, à Hino, j'ai dit, OK, so what do you want to do? I'm here. You've got me for 2 months. What do you want to do? C'est là où vous m'avez j'ai découvert après coup que c'est beaucoup plus participatory action research, whatever que tu veux l'appeler, whatever. C'est là où l'apprentissage, où j'ai refait un apprentissage des choses que je n'avais pas. Donc, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage très marquant et que je tiens vraiment à cœur. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai toujours eu cette relation ambivalente par rapport à la recherche et l'université et le stuff qui se passe. Parce qu'après que j'ai fini mon doctorat, qui était dans le mainstream social psychology, normalement, ce que tu fais, c'est que tu vas faire un postdoc
NYU, Stanford, en social cognition, whatever, tu vas travailler avec les personnes que tu lis. Moi, j'ai dit, fuck the system, excuse, but I just don't want it. Like, this is, excuse là, mais c'est comme, that's how I feel. Like, I don't buy into this fucking system. Sorry. So, je suis allé faire j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que mon cœur veut faire? Et puis, mon cœur, il voulait aller apprendre quelque chose que j'avais appris pendant ces 5 minutes avec Elon. Alors là, j'ai trouvé heureusement, j'ai trouvé un groupe de recherche au Culture and Mental Health Research Institute à Lawrence Kermeyer, puis toute son équipe avec la psychiatrie transculturelle, où on se pose des questions. Premièrement, c'est pas juste des psychologues à la table, c'est plein de monde, plein de différents contextes qui se mettent à la table, qui parlent des questions un peu plus globalement holistiques. C'est pas. Alors, je suis allé faire un doctorat en psycho-quantitative, purement des stats partout. Puis je suis allé faire un postdoc en qualitatif, en contexte très, très, très différent. Puis le monde, il se grattait la tête. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Tu vas pas aller chercher ta job avec ça, ainsi de suite. Mais pour moi, c'était vraiment pour aller rechercher, pour continuer l'expérience que j'avais vécue avec les Maoris en 2005. Et puis, à travers de ça, c'est là où j'ai dit, bon, mais je suis métisse, moi. Je suis un métisse. Alors, c'est qui je suis, là, comme veux pas. Je baigne toujours dans deux mondes. Non seulement parce que je baigne dans deux langues, mais je baigne dans deux mondes. Et puis, c'est aussi mes intérêts, parce que j'ai quand même des intérêts dans le contexte mainstream. Là, ça m'intéresse le stress social, ça m'intéresse l'estime de soi. Comment est-ce qu'on peut régler ça? Mais ça m'intéresse aussi toutes les choses communautaires, puis comment est-ce qu'on peut imprégner, puis comment est-ce qu'on peut apprendre la diversité culturelle, puis comment est-ce que ça influence nos pensées, nos perceptions, ainsi de suite. Alors, après mon postdoc, je me suis dit, bon, mais j'ai pas besoin de choisir entre le mainstream puis être un chercheur communautaire. Je peux être qui je suis, qui est une personne qui fait les deux simultanément. Alors moi, ce que j'ai trouvé pour un peu, et je répondre un peu kind of à ta question, André, c'est comme, j'en apprends d'un contexte, puis ça influence mon autre contexte. Puis ce contexte-là, il influence l'autre contexte. Puis la boule, elle continue. Puis s'il y a une chose que j'essaie de retenir le plus, puis j'essaie de faire consciemment dans ce contexte, c'est j'essaie vraiment de faire réaliser à mes étudiants que ce que moi je fais, ça vient d'une part qui est différente de les livres qu'on lit. Alors, j'essaie d'identifier les coutumes, les choses qu'on fait, les questions que moi je vais poser. Vous dire, tu sais, cette question-là que je pose, là, comme qu'est-ce que ta grand-mère penserait? Bien, ça vient de moi, là, puis de mon feeling deep intérieur. Ça ne vient pas d'une approche que j'ai lue dans un livre anthropologique ou quelque chose comme ça, ou sociologique. Là. Ça vient de moi. Alors, j'essaie d'identifier les parties un peu plus distinctes de mon passé puis mes expériences pour dire, écoute, là, allez chercher dans votre passé puis dans vos expériences parce qu'ils sont très valables dans ce que vous faites aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est compliqué, ça va toujours l'être et puis that's life, so just live with it. Merci pour cette réponse très colorée. Puis, justement, comme on parlait de la recherche, puis c'est évidemment, nous, on est un réseau de recherche. So we just talked about research and we are a research network. So, on est un réseau de recherche, effectivement. J'aimerais savoir, vous avez été impliqué depuis très longtemps. Comment est-ce que vous avez vu que la recherche a évolué? So how did you see that research evolved? Est-ce que la réconciliation a changé le contexte de recherche? Si oui, de quelle façon? C'est quoi les principaux défis, mais aussi les principaux succès que vous avez identifiés? Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Je peux les mettre dans le chat aussi si ça vous aide. Je peux peut-être me lancer en attendant. Je ne sais pas si vous vouliez suivre l'ordre de tantôt, là, Trina. Non, c'est comme vous le souhaitez. Bon, j'y suis. Par rapport à la réconciliation, je suis toujours un petit peu ambivalente pour en avoir discuté avec des collègues et des amis et tout ça. Je suis évidemment pas contre, hein, on s'entend, mais je me dis que pour se réconcilier, il faut avoir concilié quelque chose au point de départ et je n'ai pas encore trouvé
d'exemples probants de cela. On parle plus d'expropriation, d'appropriation, de perte de territoire, de perte d'autodétermination, etc. Donc, pour en arriver à cette fameuse réconciliation-là, si chère à beaucoup d'instances et de monde, il faudrait peut-être d'abord admettre, pas juste dans la parole, mais dans les gestes aussi, qu'il y a un passé lourd sur lequel on n'a pas besoin de revenir à tous les jours, mais qui mérite quand même d'être reconnu, puis d'être évoqué, d'être dit. Au-delà de ça, les paroles, selon moi, ne suffisent pas. C'est vraiment des gestes au quotidien que je préfère voir à des paroles de réconciliation, en fait. Je vais vous donner un exemple très, 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 très simple qui me fait sourire quand j'y pense. La cloche de l'école secondaire où ma fille va, c'est de la musique de Cashton et d'un autre band autochtone qui joue. Bon, c'est rien, c'est une cloche d'une école secondaire non autochtone dans un milieu principalement québécois. Bien, ça me fait plaisir. Ça me réconcilie un peu avec notre quotidien, avec nos vies, en fait, respectives. C'est sûr que ça ne règle pas tout, on s'entend, mais je préfère ça, moi, à de beaux grands discours de politiciens qui nous promettent toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr que la vague de réconciliation dans laquelle nos institutions se sont aussi embarquées, puis c'est très bien, ça fait partie, je pense, d'un long processus. Je l'apprends, je l'accueille, j'y participe à ma mesure à l'occasion, mais comme je l'ai dit il y a une seconde, je préfère réellement les gestes concrets, les ouvertures à de nouveaux cours, à de nouveaux programmes sur les enjeux autochtones, l'ouverture de postes attitrés à des personnes autochtones, la place faite aux langues autochtones qui devrait être beaucoup plus grande, surtout au Québec, qu'on lui fait présentement, même si c'est la décennie internationale des langues autochtones, on entend trop peu parler. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de défis plus que de succès à ce jour, je dirais. Je ne veux pas être pessimiste, mais plutôt réaliste. Et puis, je garde quand même la porte ouverte à toutes sortes d'initiatives, mais il faut encore pelleter notre trail, faire notre chemin, si vous voulez, dans tout ça, parce qu'il n'y a pas personne qui va nous ouvrir la porte. Hein. Ça, c'est très, très clair. Donc, voilà, je ne veux pas rester sur une note négative, mais je ne me lève pas le matin en me disant aujourd'hui, je vais me réconcilier avec quelqu'un ou quelque chose. J'ai d'autres choses à faire. Je vais le dire comme ça. Voilà. Merci, Yeah. Suzy. Yeah, I just wanted to add to, I Je veux think juste ajouter que je fais écho à bien des choses que dit Suzy, dans le sens que l'idée, le processus de la réconciliation, c'est quelque chose de long, un long processus, comme elle vient de le dire. Et l'idée qu'en tant que peuple autochtone, on s'attend à des gestes concrets, comme elle a dit. Et pour moi, étant donné que je travaille à McGill, il y a eu une abondance tout d'un coup, une grande quantité de nouveaux cours, de nouvelles bourses, de nouveaux comités. Et souvent, ce travail retombe sur les épaules des quelques autochtones qui font partie d'universités. Alors, c'est sûr qu'il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de défis avec ça. Et je questionne beaucoup. Et parfois, je suis un petit peu sceptique. Et ce n'est pas pour être négatif. Et comme l'a dit Suzy, c'est plutôt pour être réaliste. Parce que la réalité autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent collaborer avec les peuples autochtones, beaucoup plus que dans le passé. Mais parfois, je questionne aussi l'intention derrière ces opportunités, entre guillemets, parce qu'on parle d'opportunités, de créer des partenariats, opportunités de collaborer ensemble ou de co-appliquer pour une bourse, par exemple. Alors, je questionne toujours la motivation ou l'intention derrière ces initiatives. Alors ça, c'est un des aspects. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression parfois qu'on bouge trop vite, qu'on
passe trop vite à parler de réconciliation alors que l'on n'a pas des bases assez solides pour la bâtir. On n'a pas d'informations de base sur les peuples autochtones. Il y a un manque d'informations sur le territoire local ou sur le territoire régional et les gens qui l'habitent. Alors souvent, cette information-là manque, c'est un maillon manquant. Et je me rends compte quand j'enseigne aux étudiants, ça ne rentre pas dans leur curriculum. Donc, ils arrivent à l'université, ils n'ont aucune idée des premiers peuples qui sont au Québec, par exemple, ou même dans leur propre région. Donc, il manque les bases, les fondations, disons. Alors, c'est très bien de parler de réconciliation, mais il manque quelque chose derrière. Alors, l'idée de la réconciliation, c'est venu d'un processus de vérité et réconciliation. Alors, je reviens toujours au premier terme, la vérité. Alors, quand j'enseigne autant aux étudiants que je parle à mes collègues, je suis toujours consciente que c'est important de garder la réalité et la vérité qui est la nôtre en tant que peuple autochtone, que ce soit dans l'université ou à l'extérieur de l'université, il faut en parler de cette vérité, de cette réalité. Il faut toujours en parler. Alors, je voulais juste compléter ce que disait Suzy. Merci, Janine. Trina ou Stéphane? I can follow up. Yeah, I agree with what's Alors, been said. je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, ce sentiment de scepticisme, parce que c'est bien beau tout ce processus qui se déroule au niveau national. Il y a des impératifs pour différents bureaux de commencer à développer des stratégies, des politiques, des plans d'action. Alors, il faut faire quelque chose, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ensuite, que les choses changent du bas vers le haut ou du haut vers le bas, je trouve que comme chercheurs, chercheuses autochtones, un petit peu comme disait Janine, je trouve que on nous demande beaucoup aussi, parce que les gens, que ce soit les institutions, que ce soit l'administration senior, ils veulent faire les choses correctement. Il y a des personnes qui souhaitent faire les choses comme elles doivent être faites correctement. Et donc, ils demandent conseil aux personnes autochtones sur comment s'y prendre. Et ça rajoute beaucoup de participation au comité, initiatives, rencontres. Alors, ce n'est pas un chemin qui est très facile à suivre aussi. C'est beaucoup plus complexe que de défaire cette histoire, de déconstruire cette histoire d'oppression et de violence. Alors, quand on est face à ces choses, qu'on les confronte directement ou indirectement, c'est complexe. C'est un défi à faire au quotidien. Je me souviens avoir été à une rencontre où Mary Sinclair, qui était la commissaire pour la vérité et réconciliation, donc qui a finalisé le rapport, c'était une rencontre où il y avait le conseil tribal, les bailleurs de fonds dans le domaine de la recherche. Et donc, c'était intéressant de voir quelle était leur approche à la réconciliation en tant qu'institution de recherche. Et je me souviens qu'à la fin, quand on parlait des chercheurs autochtones, ils disaient, ce n'est pas à vous de l'idée cela. C'est sûr que la participation est importante. Et votre recherche doit éclairer ce que la réconciliation peut être, devrait être, amener aussi les éléments pour nous guider pour comment le faire. Et ça, c'était des mots très forts. C'est-à-dire qu'il fallait passer de cette grosse responsabilité, même si on ne le sentait pas toujours, on le sentait quand on était une institution sur laquelle pesaient ces responsabilités. C'est-à-dire qu'on vous demandait de faire certaines choses. Mais je pense à ça beaucoup en l'arrimant au réseau. Le réseau se concentre sur les communautés. Comment est-ce que l'on peut appuyer les communautés pour pouvoir faire de la recherche d'une façon qui réponde à leurs besoins et leurs aspirations pour l'avenir de la santé de leur communauté, des communautés. Donc, ça, c'est l'objectif, les objectifs. Mais je pense que
à cause des nombreux appels pour les bourses, pour recherche, toutes les demandes, tous ces processus ont un élément d'équité, diversité, inclusion qui y est attaché. Mais tout cela doit être adressé de façon explicite, c'est-à-dire la façon dont on va faire la recherche ne doit pas intégrer des pratiques qui ont déjà été source d'inéquité dans le passé. Mais aussi, c'est important d'inclure la participation autochtone à cause de la réconciliation. On ne peut pas exclure les peuples autochtones, il faut qu'ils soient partie prenante de la recherche. Et tout cela, ça veut dire que quand on se penche sur les 10 instituts de recherche et qui sont sollicités pour leur participation, c'est très beau, mais ça reste un petit nombre de personnes et d'organisations qui ont l'expérience et qui ont la capacité, l'expertise. C'est toujours vers elles qu'on se tourne. Et c'est difficile de penser que l'on puisse être des collaborateurs sur tous les fronts. Alors, ce qu'on entend aussi, souvent aussi à McGill, c'est l'idée que les relations sont les fondements pour une recherche qui soit respectueuse, des relations solides, des bonnes, saines relations. Les institutions, les universités doivent investir pour développer la capacité des chercheurs et des institutions de façon à pouvoir vraiment apprécier ce que ça représente et comment ça impacte. Ça a un impact sur les carrières et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour votre projet de recherche. Donc, ce n'est pas simplement une question de cocher la case correspondant à la personne autochtone qui participe, voir plus loin. Et l'idée du réseau est née du fait que le projet qui est né à Kahnawake et dont je vous parlais, le projet de prévention du diabète dans les écoles à Kahnawake, c'est un modèle pour approcher cela. Et j'ai eu la chance d'y participer dans ma propre communauté, avoir cette formation-là sur une bonne façon de faire la recherche et acquérir cette expérience dans ma propre institution, dans ma communauté. C'était vraiment très intéressant. Et puis comprendre la pratique, comment est-ce que, sur le terrain, comment est-ce que l'on peut conduire des recherches respectueuses et axées sur des relations équitables de confiance. Alors, ça, c'était une excellente façon d'adresser les inéquités et les injustices. Par ailleurs, la pratique renforce les systèmes aussi. Les systèmes, c'est le résultat, le produit d'une série de pratiques. Alors, pour changer les systèmes, les institutions, c'est en changeant les pratiques que l'on peut le faire. Alors, j'essaie de comprendre comment est-ce que l'on peut créer des espaces dans les universités qui aient la capacité de fonctionner correctement. Et c'est un impératif pour l'université de le faire. C'est la même chose que lorsque l'on investit dans des gros équipements pour être à la fine pointe de la technologie. On a besoin des bonnes capacités de façon à ce que les communautés ne soient pas dans le fond exploitées pour la recherche. Donc, dans le contexte de la réconciliation, j'ai vu s'ouvrir des opportunités et l'impératif de se tourner vers les peuples autochtones, pas pour redresser les erreurs du passé. Et je pense que aussi je pense aux demandes que ça fait peser aussi. Et dans tout cela, c'est aussi une question de temps. C'est-à-dire que le temps est important, les choses bougent vite. Et si vous avez de la chance, c'est très bien. Autrement, vous devez faire vos preuves. Et les façons d'évaluer à l'université, les systèmes d'évaluation dans les universités sont extrêmement stressants. Et les mentors
me disait, par exemple, qu'il fallait que je me pose la question pour chaque chose que je faisais en recherche, qu'est-ce que je vais en ressortir, qu'est-ce que je vais obtenir de cela. Et ça, c'est une approche très différente à la recherche parce que pour nous, la recherche, c'est en vue d'apporter des bénéfices à la communauté et d'être respectueuse de la communauté. Donc, il y a cet aspect-là qui est le nôtre, notre approche, et celui de la méritocratie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'obtiens suite à une publication pour pouvoir prouver ou démontrer que je suis productive. Et notre approche à nous qui est différente, qui est celle qui est une axée beaucoup plus sur l'éthique et le respect. Mais je pense que, ceci dit, il y a vraiment une opportunité de dire, bon, ben, c'est comme ça que ça devrait être. Et parce qu'il y a des personnes qui sont influentes et qui peuvent dire, bon, ben, c'est exactement de cela qu'on a besoin. Et j'apprends à avoir cette voix, à faire entendre cette voix, parce que c'est aussi nécessaire pour ma survie dans l'institution même. Thank you, Trina. Vas-y, Stéphane. Merci, merci Trina. Stéphane? C'est intéressant parce que je suis d'une génération, probablement la génération qui bénéficie le plus de toutes ces souffrances qu'ont dû endurer mes ancêtres. Par exemple, pour la réconciliation, petite histoire. J'étais professeur à temps plein à l'UQAM. J'ai eu ma dernière promotion en 2019. Et cette même année, on attendait notre 4e enfant. Ma femme est de Terre-Neuve. Et on s'est dit, c'est trop compliqué, là, on ne peut pas élever un enfant ici. Donc, il fallait qu'on prenne une décision. On retournait à Winnipeg ou en Terre-Neuve. Alors, on a décidé rapidement qu'on allait déménager en Terre-Neuve. Donc, j'ai laissé mon poste. Ensuite, j'ai laissé mon poste au Québec. Ensuite, il y a eu la COVID et tout ça, ça a changé. Alors, j'ai laissé l'UQAM et tous les avantages, la pension, la sécurité, et je n'avais plus à m'inquiéter parce que j'avais un poste à temps plein, etc. Donc, j'ai tout laissé, cela. Et à Memorial University, qui est à peu près 10 ans en arrière, là-bas, ils ont annoncé donc l'intérêt pour les 5 postes en question en enjeu autochtone. Alors, il fallait être autochtone pour appliquer. Et je me suis dit, bon, ben, c'est parfait, j'ai appliqué. Maintenant, 1 an et demi plus tard, ils sont revenus me voir et m'ont dit, est-ce que vous voulez toujours ce poste-là? Alors, il y a quelques affaires qui se passent. L'initiative était fantastique. Donc, en principe, c'était très bien, l'université est progressive, ils ont des initiatives, c'est très bien, mais le processus était lamentable. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vive ça? Alors, je suis très ambivalent par rapport à ces prophéties, là où on dit, en théorie, là, tout ça, ça a l'air très bien. Mais ensuite, quand on passe au travers de ça, hein, on ne s'en sort pas. Alors, tout ça pour dire que je n'ai même pas été engagée à travers le cluster autochtone. Ils ont choisi 5 personnes et ça, c'était une décision politique parce qu'il y a eu des pourparlers, etc. Mais, heureusement, à cause de ça, le département de psychologie m'a rencontrée et m'ont dit on a besoin de cette personne, pas parce qu'elle est autochtone, mais parce que ça va compléter notre équipe. Donc, c'est juste bizarre parce qu'on traverse ces expériences qui devraient être positives, mais c'est positif d'un côté, mais d'autre part, ça l'est pas complètement. Alors, je me rends compte qu'on se trouve constamment pris là-dedans. Probablement, ça va continuer. Au bout de la ligne, je suis très reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. Absolument. Les choses se passent toujours pour une raison. Certainement, les étoiles s'alignent, mes ancêtres étaient là, m'ont protégé, mais peu importe, je suis très reconnaissant pour ce qui s'est passé. Et je trouve que ce qui me pose défi, c'est me trouver face à tout
tout ce qui fait qu'il suffit de mettre une étiquette autochtone sur les choses pour que tout aille bien, pour que ça passe. Alors, si on met sans gluten sur un produit qui n'en contient pas, de toute façon, quel est l'intérêt? Alors, c'est un petit peu ça l'approche. On met une étiquette autochtone où on coche la case et c'est bon. Donc, je me trouve dans une situation où je me dis, on est les gardiens de tout cela. On a été mis dans une situation où on est les gardiens naturels de ce qui est legit, ce qui l'est moins, et tout en sondant l'intention authentique des personnes et quelle est la motivation derrière ce que l'on fait, les initiatives. Donc, tout cela, c'est quelque chose aussi qui rajoute à notre charge de travail. Alors, c'est une réalité. Je ne dis pas que c'est nécessairement une mauvaise chose, une bonne chose. Je dis juste que ça rend encore plus complexe la situation. Alors, j'essaie consciemment de comprendre là où il y a des étiquettes autochtones qui sont appliquées et là où c'est authentique. Alors, essentiellement, c'est un peu ce que disait Jean avant, en parlant de motivation, authentique ou pas. Il y a aussi, je ne sais pas si la question de la reconnaissance territoriale, je dois les mettre dans mes courriels parce que je sais que certains de mes collègues le font. Bien sûr, je reconnais le territoire et je suis invité sur ce territoire. Ce n'est pas mon territoire, mais est-ce que je dois harceler tout le monde par rapport à cela? Lorsque je donne des fonds à quelqu'un, je dois lui dire que et dire à tout le monde que je lui donne des fonds, de l'argent. Est-ce que ça doit être une norme sociale? Est-ce que ça doit être partagé? Souvent, c'est un réflexe. Il faut le faire parce que tout le monde le fait. Et cela me pose des questions. Ça crée des conflits dans ma tête. Est-ce que je devrais le faire ou ne pas le faire? Et pourquoi je ne le fais pas? Parce que fondamentalement, parce que profondément en moi, je sais que je reconnais le territoire sur lequel je suis. Lorsque je parle à des gens, je l'apprécie, mais je n'ai pas à le souligner à chaque fois. Et ce sont des différents enjeux qu'on doit naviguer, négocier. Et cela renvoie tout à fait au blanchiment autochtone, ce que j'appelle le blanchiment autochtone. Merci beaucoup, Stéphane. Thank you, Stéphane, for this. Merci, My Stéphane. last question would be, Ma dernière question, what do you want to say to Indigenous students qu'est-ce que who vous voudriez dire aux étudiants autochtones qui aimeraient poursuivre une carrière en recherche, les étudiants autochtones? Sorry, can I go first? You have to do it. You have to do it. I mean, anytime someone says, I'm Alors, interested. ce que je leur dis, moi, c'est qu'il faut que vous le fassiez. Allez de l'avant. Faites de la recherche. Et je les invite à s'asseoir. On s'assoit ensemble. Lorsqu'il y a un intérêt d'un étudiant, il faut absolument. Même que l'étudiant dise que je suis intéressé, déjà là, c'est a huge step. Right? Le fait que quelqu'un dise comme je suis intéressé, déjà, c'est, it's a huge step forward. And I think that, like Trina was saying, we have to claim more resources from the university. Il faut évidemment donner plus de ressources des universités pour réaliser ce travail, cet appui, ce mentorat, pour soutenir les étudiants, obtenir des fonds pour les étudiants, créer des espaces pour les étudiants. Et selon moi, une des choses qu'on doit demander et qu'on devrait demander aux universités et leur exprimer nos besoins de façon à soutenir ces initiatives et ces intérêts. Il faut les écouter, bien sûr, et leur offrir toutes sortes de soutiens, quels qu'ils soient. Évidemment, il y a une future génération, des futures générations qu'on doit soutenir. Le plus de représentativité qu'on a à tous les niveaux de l'université, dans toutes les classes, le plus de diversité, tant mieux pour tout le monde. Puis, ouais, c'est ça. S'il y a une chose, là, c'est la première chose que je m'arrête, stop, puis j'écoute la personne le plus rapidement possible. Puis ça prend de mon temps, right? Ça prend de mon temps. Puis heureusement, l'université, j'ai déjà ma promotion. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser, je n'ai pas besoin de gaspiller mon temps avec
cet étudiant, ce qui est une affaire très importante à ce que Trina disait. You know, like, if I didn't have my promotion, I'd be always like this Si mental. j'étais en train de chercher une promotion, je ferais toujours un calcul. Est-ce que je dois passer tant de temps, combien de temps je dois passer avec tel ou tel étudiant? Parce que je perds du temps, parce que je veux me promouvoir dans l'université, mais non. Mais heureusement, je ne suis pas dans une situation, est-ce qu'il y a une issue à cela? Je ne sais pas. L'important, c'est de faire ce qui nous motive, qui nous stimule. Et heureusement, je n'ai pas à calculer, à faire ces calculs de la gestion du temps au niveau de la productivité, etc. Alors vraiment, les professeurs titulaires, il faut absolument faire notre travail et nous assurer que les prochaines générations sont dans le coup. Si je peux enchaîner avec ce que Stéphane vient de dire. Malheureusement, je vais devoir vous quitter dans pas long. Je m'excuse, j'avais un autre engagement tout de suite après. Mais en effet, un peu comme Stéphane, j'essaie de prendre le temps de convaincre ou de stimuler des étudiants autochtones qui me posent des questions sur ce que je fais. Et quand j'ai des invitations du cégep, du collège, souvent, je vais accepter justement pour ça, pas pour recruter des nouveaux étudiants, j'en ai en masse, mais pour en convaincre un ou deux que ce qui est en train de mijoter dans sa tête peut mener à un travail j'allais dire une carrière, c'est pas le mot que j'aime le plus, mais à un travail très satisfaisant pour documenter nos réalités à nous, à notre manière aussi. Mais sinon, c'est ça, c'est au cégep, avant le parcours universitaire, qu'on peut les attraper, les convaincre de s'y lancer, sans leur faire peur non plus, là, parce que parfois, je fais attention à ce que je vais présenter pour pas qu'ils peuvent voir les 8 prochaines années d'université comme une montagne impossible à gravir, mais de prendre ça une session à la fois, une année à la fois, puis d'arriver à venir prêter main forte trop peu nombreux de chercheurs autochtones que nous sommes. En tout cas, du moins dans mon environnement immédiat à moi, là. Donc, et en terminant, j'ai réussi à mettre en place dans mon institution une bourse d'études à la maîtrise pour femmes autochtones spécifiquement. Donc, c'est une des manières que j'ai trouvées pour stimuler l'arrivée de nouvelles chercheurs en recherche. Voilà. Merci. Merci, Suzy, d'être avec nous aujourd'hui. Puis, merci aussi de ton partage. Est-ce que quelqu'un à ce moment to respond or to add? Janine, do you want to go or do you want me to go ahead? Janine, est-ce que tu veux y aller ou tu veux que je prenne la parole? C'est à toi, comme tu veux. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Peut-être que c'est mieux que tu aies avant que Suzy, j'aimerais Wulani, merci Suzy. C'est vraiment des personnes qui sont très inspirantes, qui m'inspirent beaucoup. Et je suis dans un poste très précaire parce que je ne suis pas titulaire. Donc, les choses que vous partagez, it boils in my, ça mijote dans ma tête. C'est toujours dans l'arrière de ma tête, ces préoccupations. Mais je vais parler un peu, c'est quoi mon rôle dans la supervision des étudiants études supérieures. Mais je vais y revenir. Ah oui, quant à moi, lorsque les étudiants suscitent et font partage leur intérêt, il faut leur répondre. Il faut vraiment établir une relation de soutien consistante. Si je parle de mon expérience, lorsque j'ai rejoint Harry Coleman, qui est le directeur de l'école de nutrition où j'étais diplômé et qui m'a supervisé pour mes maîtrises, elle a répondu immédiatement à mon interpellation et elle m'a mis dans un groupe de recherche durant l'été, immédiatement. Donc, c'est une façon de réagir. Mais la pensée résonne en moi. Il ne faut pas non plus trop pousser parce que ça peut créer un contexte d'intimidation. Ça peut être intimidant, ce contexte.
C'est, j'ai senti de la pression moi-même et vraiment aller très vite dans un doctorat et continuer à étudier dans l'espace académique sans aucune pause. Mais moi-même, et je voyais les chercheurs qui avaient des horaires fous, qui ne partaient pas avant 6h30 le soir. Alors, c'est pas pour moi, non, mais sur la base de ma propre expérience en matière de recherche avec les communautés, il faut saisir les opportunités, soutenir les opportunités. Il faut identifier les possibilités. Et je leur dis toujours, ça dépend ce que vous voulez, vos aspirations, ambitions. Et je leur propose qu'on identifie, on discute ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, les aider aussi à identifier les opportunités et travailler ensemble pour tirer parti de ces opportunités. Une autre chose que je voulais dire, si j'essaie de me rappeler. Ah oui, bien sûr. Et ce n'est pas nécessairement au niveau de la maîtrise. Dans le cadre de ce réseau, soutenir les étudiants qui pourraient mener un projet qui, dans le cadre d'un cours, on peut le penser à partir d'un point de vue de la recherche, mais aussi une opportunité pour leur offrir des habiletés de recherche, c'est des opportunités d'été, par exemple, de recherche, développer un petit projet, acquérir de l'expérience. Souvent, c'est moins intimidant. Ça donne des outils pour du travail à l'avenir. Donc, saisir les opportunités où ils peuvent travailler avec leur propre communauté ou même rester à la ville. En ville, ils n'ont peut-être pas planifié de revenir dans leur communauté durant l'été. Donc, il y a plusieurs opportunités. Il y a tellement d'opportunités qu'on peut créer qui peut créer des contextes favorables pour les expériences, acquérir de l'expérience. À partir de mon vécu, le cadre de la recherche est toujours très intimidant. C'est pas toujours opportun selon la période dans laquelle on est rendu dans notre vie et la formation, la recherche au niveau des doctorats. Je me souviens qu'on arrive souvent avec des projets originaux, mais souvent on se rend compte très vite on connaît très peu. On arrive avec un sujet à l'université, avec quelque chose qui est stimulant, qui fonctionnerait. Il faut offrir aux étudiants que les étudiants comprennent qu'il faut être réaliste et créer un contexte où que ce soit moins intimidant. Et on peut développer quelque chose dans ce contexte, que ce soit signifiant pour vous-même, pour la communauté, pour développer d'autres types de relations qui sont importantes à bâtir pour cet étudiant, cette étudiante. Voilà. Merci, Trina, d'avoir partagé cela. Et ce que je voulais dire plus tôt, dans mon cas, même si je suis dans un poste précaire depuis 10 ans, je dois dire qu'en travaillant avec les étudiants diplômés autochtones, c'est vraiment la partie la plus stimulante de mon travail. Même dans le contexte de l'Université McGill, mais c'est vraiment l'effet saillant de mon expérience et c'est vraiment ce qui me stimule, m'inspire le plus avec travailler avec les étudiants autochtones. Actuellement, je supervise 3 étudiants de doctorat ou aspirants au doctorat, 2 d'entre eux et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai appris la langue. C'est pour les accompagner, les encourager dans leur recherche, soutenir leurs relations avec leur famille, avec leur communauté, avec tout le savoir qui vient avec ça. Parce que c'est très important, parce que lorsqu'on parle des méthodologies autochtones de recherche, mais on crée nos propres méthodologies pour que le savoir se cumule, s'enrichit à partir du savoir de nos communautés. Et c'était très excitant de parler, par exemple, comment on peut avoir plusieurs façons de faire les choses, et comment les chercheurs développent différentes perspectives, différentes approches. Et pour moi, j'aurais aimé avoir cette expérience et ce soutien dans le passé
Ceux qui m'ont soutenu sont disparus, bien sûr, mais et si je peux contribuer à redonner à la communauté, c'est ma façon. Je ne cherche pas à avoir une carrière dans le domaine académique de façon à long terme, façon soutenue, mais si je peux soutenir 2 ou 3 étudiants, c'est vraiment la chose la plus inspirante de mon travail et interagir avec les étudiants. Et souvent, ils réagissent, ils disent, c'est un sentiment différent de travailler avec des académiciens autochtones. On revient à la source, aux choses fondamentales. On parle de c'est quoi la vie sur les réserves. On est si fiers d'en parler, d'identifier les situations qu'on confronte. On est fiers de comment on a été éduqués. On parle des sagesses, on parle de choses qui nous permettent de mieux nous connaître comme personne, comme communauté. Et le troisième étudiant que je supervise, c'est encore plus unique parce que nous venons de la même nation, on n'est pas de la même communauté, mais on parle la même langue, avec un petit variation sur le dialecte, parce que je viens de Gaspésie, Gaspéwague. Cet étudiant plutôt vient de là, mais c'est intéressant de voir que les intéressants dans cette langue sont très riches et on parle littéralement la même langue. On n'a pas besoin de parler en français ou en anglais, mais en fonction de où on est, mais on retourne à ce que nous sommes, pas nous, là où nous sommes, mais plutôt ce que nous sommes, sur la base de notre propre langue, et cela est encore plus signifiant. Et dans cette même perspective, les recherches doivent être signifiantes, créer du sens pour eux, pour elles, les étudiants. Et vraiment, j'encourage ça. Je pourrais continuer et continuer d'en parler parce que vraiment, je suis en amour avec ce type de processus et de démarche. Un autre volet de mon travail actuellement, et je ne sais pas comment ça va avoir un impact sur mon cheminement de carrière, mais j'ai récemment accepté un nouveau poste au sein de l'université qui est le lead du bureau de soutien aux étudiants autochtones vers le succès. Et c'est vraiment tout récent. Et je suis très heureuse que l'université ait connu ce besoin. Et vraiment, c'est un travail où je mets tous mes émotions, mes sentiments pour établir les relations. Je crois que c'est la clé non seulement pour recruter des étudiants, mais parce qu'on ne veut pas nécessairement avoir une armée d'étudiants, mais mettre au cœur de tout cela les relations entre la réalité autochtone et l'académie, euh, le contexte universitaire de recherche. C'est toute l'énergie que j'aime remettre dans tout cela, dans ce projet. J'espère qu'il y aura des débouchés, des résultats de ce projet et des opportunités pour les chercheurs autochtones continuer à développer leurs recherches, des recherches qui soient signifiantes, qui créent du sens et ces recherches mettent au cœur, au centre, leurs propres priorités, leurs propres aspirations. J'aimerais vraiment prendre l'occasion pour m'inviter à ce panel, cette conférence. Je me sens très humble aussi parce que plusieurs de mes co-conférencières ont des cheminements et carrières impressionnantes de plusieurs dizaines d'années, mais vraiment, merci de m'avoir accueilli. Oui, j'aime rajouter, oui, c'est pour ça que j'ai levé ma main dans le programme mentionné. Il y a plusieurs étudiants diplômés autochtones. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est agréable d'avoir ces étudiants des communautés, comment on peut identifier des axes de collaboration et de soutien. Mais dans le cadre, dans le domaine de la nutrition, on a besoin d'un background scientifique ou au moins un certificat plus clinique ou plus médical. Lorsqu'on est dans ce domaine de la nutrition, c'est souvent un défi pour les étudiants autochtones. Et j'ai d'ailleurs un étudiant
métis qui travaillent avec moi, mais c'est très rare qu'on ait des étudiants autochtones. Ma recherche est très qualitative, très axée sur la santé publique. Et c'est toujours un grand défi, comment on peut stimuler l'intérêt. J'ai des étudiants qui sont intéressés, mais parfois, on n'a pas, ils n'ont pas ou elles n'ont pas le background scientifique nécessaire. J'avais autre chose que je voulais rajouter, mais j'ai oublié. Anyway, I'll pass the floor. I feel like I'm in the Congress now. Je vais passer la parole. J'ai l'impression d'être au Congrès. Merci énormément pour partager ce que vous venez de partager à tous les trois. Thank you so much for sharing this. Pierre, tu as une question? Oui, en fait, un commentaire. Je pense j'ai assumé qu'on était rendu dans la section qu'on pouvait intervenir aussi, là. Alors, je vous remercie. C'était merveilleux de vous écouter. Et puis, étant professeur moi-même, je pense qu'un des aspects qui est important, parce que vous avez parlé des défis, mais il y a aussi la liberté académique, je pense, qui est un atout incroyable parce que on a beaucoup de barrières, oui, administratives et tout ça, mais en termes de ce qu'on peut faire comme recherche, il y a beaucoup moins de restrictions et avec les moyens qui sont mis à la disposition maintenant, le support qui suit pour la recherche en santé autochtone, parce qu'on est là-dedans, mais dans tout ce qui a trait aux Autochtones en ce moment, c'est vraiment une belle opportunité. Et je soupçonne que vous en parlez aussi à vos étudiants, que il y a quand même des belles choses. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'on rentre dans un cadre. Et vous l'avez très bien décrit, puis même pour les non-autochtones, je peux vous le dire, là, que c'est pas nécessairement plus jojo de devoir faire ça, surtout si on est dans un domaine comme la santé autochtone ou les produits naturels qui sont un petit peu à l'extérieur du mainstream. On doit se battre pour avancer dans ça, mais les opportunités, les possibilités sont là. Alors, je voulais juste mentionner ça. Je pense que c'est parce que rentrer dans le système pour beaucoup d'Autochtones, ça doit être déjà un challenge assez incroyable. Donc, je voulais juste mentionner qu'il y a quand même quelque chose de grande valeur. Puis, malgré qu'on a beaucoup, puis qu'on met beaucoup d'heures, on a une certaine liberté de comment on organise notre travail à l'université, ce qui est quand même pas commun dans bien d'autres domaines. Je voulais juste partager ça, là. Merci beaucoup, Pierre, pour ton commentaire. Dans le chat, on a mis un questionnaire. Si vous avez le temps d'y répondre pour les gens qui ont participé, là, qui ont été dans le public, ça nous aide beaucoup à informer. À chaque fois qu'on a du feedback, on informe nos prochains webinaires, on fait des ajustements. Donc, c'est très important pour nous. On n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires pour nos panélistes, c'est ouvert. Donc, je vais laisser peut-être 1 ou 2 minutes là, pour voir s'il y a des gens qui aimeraient poser des questions. Ben, moi, je voudrais juste faire un retour par rapport à bon, je suis pas québécoise, je suis plutôt kanako-calédonienne. Et mon intérêt, c'était de savoir où, au niveau de la santé, parce que c'est aussi très important en Nouvelle-Calédonie en ce moment, où on en était, nous, les Kanaks. Et pour l'association Présence Kanak que je représente, on a besoin de savoir, on va profiter de l'opportunité que je suis à Montréal pour les 3 prochaines années, pour voir le travail que vous faites et pour pouvoir le partager et s'en inspirer en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Déjà, je vous remercie parce que vous m'avez apporté, je vais être émue parce que le combat, oui, c'est un combat de tous les jours pour nous. La réconciliation, nous, de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, on en rêve. Et je me rends compte que le chemin, il est encore long, même ici. Donc, et finalement, les parallèles, on n'arrête pas de les voir, parce qu'on découvre l'histoire.
du Canada à travers d'abord l'histoire autochtone, mais racontée par les autochtones. Ce qu'on essaie, nous, avec l'association de faire en Nouvelle-Calédonie, de donner la parole aux Kanaks, que ce soit eux qui racontent l'histoire, leur histoire. Et c'est encore très, très difficile. Et il y a tellement de parallèles. Enfin, on a vraiment beaucoup à apprendre de vous. Alors, merci pour tous ces retours, pour cette honnêteté, cette franchise. Et nous, on n'a qu'une chercheuse, deux chercheurs très, très connus en Nouvelle-Calédonie, mais complètement invisibilisés par les Français. C'est le professeur anthropologue, le docteur Eddie Wadrawan et Subaba Mapu. Alors, Eddie Wadrawan est anthropologue et Subaba Mapu est biologiste, mais ils sont invisibilisés. On parle très peu d'eux, on les présente très peu. Alors, je vais revenir vers eux, je vais leur raconter tout ce que je vois, tout ce que je sais que ça va leur faire du bien, et moi, ça me fait déjà beaucoup de bien. Alors, je voulais vous remercier d'ouvrir ces discussions et ces rencontres à un plus large public. Merci beaucoup. Oleti Sioréel. Merci énormément, Claudia. C'est touchant de voir qu'on a des personnes autochtones de l'international qui se sont joints à nous aujourd'hui. Puis, je pense qu'on pourra éventuellement peut-être continuer cette discussion-là si jamais ça t'intéresse. Avec plaisir. Et puis, on en a vraiment un besoin, quoi. C'est d'échanger. Et, surtout que là, cette année, on voudrait lancer justement des webinaires avec des chercheurs, avec les auteurs kanaks, dont en Nouvelle-Calédonie, plus personne ne les présente pratiquement. Donc, la littérature kanak existe, elle est très belle. Donc, voilà, on a tout un travail cette année qu'on va faire pour faire sortir, faire connaître, voilà. Puisque chez nous, on ne veut pas nous voir, nous connaître, on a décidé de faire connaître à l'extérieur. Définitivement. Laisse-moi ton courriel, puis je vais te réécrire. D'accord, avec plaisir. Je le mets dans la discussion. Vas-y, Yves, tu voulais dire quelque chose? Ah non, je pense qu'Yves nous a envoyé la main pour nous dire au revoir. Donc, vas-y, Léla. Vas-y, Stéphane. Non, mais je peux vous montrer le chocolat. I can show you the chocolate if some of our speakers have changed their minds about it. Alors, c'est ça, je peux vous montrer le chocolat, à moins que vous ayez changé d'avis. Stéphane voulait ajouter quelque chose? Janine, si vous avez besoin d'une évaluation de la part d'un des membres du comité, proposez mon nom parce que parfois on a besoin aussi d'intervention d'externes. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je pense que c'est une façon de s'aider les uns les autres, en fond. Pas parce que je vais être plus indulgent avec vous, mais ce n'est pas du tout ça. C'est parce qu'on peut recadrer votre travail différemment par rapport à une personne qui peut-être le comprend moins. Alors, c'est un des atouts du réseau, le fait que l'on puisse connaître les personnes. Et voilà, c'est juste pour dire que vous pouvez certainement trouver des partenaires importants et des personnes qui vont vous aider en fait à définir la valeur des choses que vous devez présenter. Donc, si on n'a pas et à défendre cette valeur. Merci énormément d'être venu. Thank you so much for everyone who participated today. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. C'était vraiment agréable de vous voir. En février pour le prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire en février, je vais vous donner la date dans un instant. Le prochain webinaire, il faut que je descende, ça va porter sur les comités paritaires ou entièrement autochtones et les postes dédiés à la décolonisation, réconciliation et l'autochtonisation. So the next webinar will be on February 15, le 15 février, and it will be on Indigenous, fully Indigenous, or I'm not sure what the word is in English, but our committees that are... Donc, le prochain webinaire, c'est le 15 février. Donc, on va parler des comités qui sont dédiés à la
décolonisation, l'autochtonisation et les emplois, les postes qui sont donc dédiés à ces rôles au sein de l'éducation postsecondaire. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai envoyé dans le chat le formulaire pour recevoir vos rétroactions. Merci. Merci Stéphane et merci Janine. Tu es là déjà partie. Janine, are you still there? Merci au traducteur Yeah. également. Yeah, I'm Still still there? here. Look, let me show you and see if you'll speak your mind. Wait, I don't know if you can.